Well, thank you. I'm really Merci, je suis très honoré d'être parmi vous, parmi tous les panélistes qui ont parlé aujourd'hui et qui parleront demain. Je voudrais remercier particulièrement Madame Larouche, évidemment, d'avoir rassemblé justement cette coalition pour la paix mondiale et bien sûr remercier Jacques Cheminade pour son leadership ici en France et au niveau international. L'humanité est en pleine transition. Et cette transition est très dangereuse parce qu'il y a de vieilles personnes malveillantes, ratatinées, qui dirigent des institutions malveillantes et qui ne veulent pas abandonner le pouvoir qu'elles avaient encore. Et je dis qu'elles avaient encore parce que je pense qu'elles ont déjà perdu ce pouvoir. Et le danger vient de leur incapacité à réaliser ce fait important. En 1976, Lyndon LaRouche a ouvert la voie à un nouvel ordre avec la proposition d'une banque internationale de développement dans laquelle chaque nation aurait la possibilité d'atteindre sa propre pleine indépendance. Et comme le président américain Roosevelt l'avait envisagé, aurait dû arriver après la Seconde Guerre mondiale. En 1976, lorsque M. LaRouche a présenté son programme et lancé sa première campagne présidentielle américaine pour être président des États-Unis, les intérêts de la communauté financière et du renseignement américain, liés justement au système impérialiste britannique, avaient encore trop de pouvoir et ont réussi à l'empêcher de devenir président des États-Unis. Et comme les gens le savent ici, il y a eu de tentatives d'assassinat parmi le monde entier pour empêcher ce nouveau monde d'exister à l'époque dans les années 70. Aujourd'hui, ces institutions sont totalement et complètement en faillite. Je veux dire de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'OTAN, de la Réserve fédérale de New York, de la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, JP Morgan Chase, et toutes ces institutions sont en banqueroute. Ainsi, tout ce qu'ils essaient de faire, mais non seulement ça se retourne contre eux, mais produit en plus l'effet inverse. Prenons le cas de la Russie. Le président Biden l'a annoncé lui-même en Pologne, que c'était l'intention des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'OTAN de détruire la Russie. Ce n'est pas de la propagande russe, comme même ça a été dit. Nous, on a été considérés comme des terroristes de l'information en propageant la propagande russe, mais c'est ce que le président Biden a dit lui-même. Donc, est-ce que la Russie a été détruite? Non. L'économie russe est plus forte que jamais et Poutine est encore même plus populaire depuis la tentative d'insurrection de Prigojine et de Wagner qui a été rapidement et efficacement réprimée. Contrairement à la propagande occidentale complètement idiote, Poutine est plus fort et sa nation plus unifiée. Cependant, l'aveuglement arrogant et peut-être aussi médicamenteux, affecté par la prise de drogue, des soi-disant dirigeants occidentaux semble les empêcher de s'en rendre compte. Le grand danger réside dans le fait que l'Occident pense pouvoir faire chanter et menacer 6 milliards de personnes pour qu'elles changent de cap et redeviennent des esclaves. Si quelqu'un ne pensait pas que j'exagère, ou Elga pense qu'elle exagérait quand on parle de guerre nucléaire, laissez-moi vous rappeler que le président Biden a déjà franchi plusieurs de ses propres limites en intensifiant cette guerre par procuration en Ukraine. Il avait dit pas de chars, nous envoyons des chars. Il avait dit pas de F-16, nous envoyons des F-16. Il a dit pas de missiles à longue portée, nous les envoyons. Et il avait dit Nord Stream sera terminé, je vous le promets. Et ça, c'est sûr que c'est terminé. Il a tenu parole. Rishi Sunak, Stoltenberg, approuverait-il une frappe sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia? Est-ce qu'aujourd'hui c'est de ça qu'on discute? Si nous sommes ici, chacun d'entre nous, c'est parce que nous voulons mettre fin
à cette situation. Nous voulons que l'humanité prenne une nouvelle direction, mais nous nous heurtons à des obstacles. Le plus frustrant est peut-être que nos gouvernements ne nous écoutent pas. Non seulement cela, mais nos gouvernements persécutent ceux qui disent la vérité. Parce que nos sociétés ont tellement été dégradées culturellement, et il est facile de répondre par la violence. Avant qu'Helen Keller n'ait accès au langage, par exemple, si elle avait besoin ou voulait quelque chose, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de piquer une colère. Donc elle causait du tort dans l'espoir d'obtenir une réponse. La violence peut s'exprimer à l'extérieur, comme dans les émeutes et les pillages, comme on vient de le voir récemment en France, et comme cela s'est produit aux États-Unis il y a quelques années, ou dans les fusillades de masse. Il y a maintenant tous les 12 heures, il y a une fusillade de masse aux États-Unis, où cette violence peut s'exprimer à l'intérieur, avec la toxicomanie, la dépendance à l'alcool et le suicide. Aux États-Unis, le taux de suicide chez les enfants âgés de 10 à 19 ans a été multiplié par 3. Tout le monde semble croire que la force brute, plutôt que la poésie, est le moyen de faire passer un message. Quel est ce message? C'est notre défi, car Dieu a créé chacun de nous avec un sens inné de la vérité et de la justice. Mais à cause de la dégradation organisée de notre culture, comme la jeune Helen Keller, nous nous sentons impuissants à exprimer ces principes et à être entendus. La première chose que nous devons nous rappeler est que l'univers est créé selon les mêmes principes qui existent dans nos âmes. Et c'est pourquoi, si nous nous tempérons, ou si nous nous accordons aux principes universels de l'univers, nous pouvons vaincre tous les mal. Mais c'est un travail difficile. Permettez-moi de vous donner un exemple de l'idée erronée que l'on se fait de la justice. Ce n'est peut-être pas si grave en Europe, ou peut-être c'est le cas, mais aux États-Unis, nous sommes obsédés par la punition. Le sentiment populaire est que si une personne fait quelque chose de nuisible ou d'illégal, elle doit en subir les conséquences. Ce qui est censé garantir comme un chien, qu'elle ne va pas répéter la même action. Nous avons même une culture qui reproche aux gens d'être des réfugiés. On les appelle des illégaux. On ne se préoccupe pas des actes monstrueux, même commis par nos propres gouvernements, qui ont pu les pousser à fuir leur pays. Mais on se contente d'exiger qu'ils obtiennent une chambre d'hôtel, un traitement médical limité, peut-être même un cellphone, un téléphone. Cette indignation moralisatrice est alimentée par l'anxiété et la frustration ressentie par des millions d'Américains qui eux-mêmes ne peuvent pas se payer des soins médicaux ou un loyer et sont désespérément endettés. Et je pense que cette politique de faire en sorte que les gens s'entretuent au final, mais on en parlera plus tard. J'ai lu un livre du docteur Homer Venters, qui était le médecin en chef des prisons de New York. Et ça s'intitule « La vie et la mort à Rikers Island ». Pour vous donner une idée des résultats de cette attitude, du besoin de punir, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un détenu de 25 ans à Rikers Island, qui est décédé en 2012 et qui s'appelait Jason Echevarria. La veille de sa mort, M. Echevarria a été détenu dans une université réservée aux personnes souffrant de troubles mentaux qui n'obéissent pas aux ordres. Il a alors été décidé qu'il était suffisamment apte pour être soumis à l'isolement comme forme de punition. Donc, selon le docteur Venters, je cite, « Pour échapper au stress de l'isolement,
du confinement et l'isolement, M. Echevarria a avalé un paquet de savon industriel et a ensuite dit aux agents correctionnels qu'il avait besoin d'une assistance médicale. Le personnel médical de passage a confirmé qu'il vomissait et qu'il avait besoin d'une assistance médicale. Mais la réponse du personnel du département correctionnel et du superviseur a été de garder M. Echevarria dans sa cellule pendant toute la nuit. Mais pas seulement ça, en le raillant, en l'ignorant, alors qu'il vomissait du sang, de la bile et du savon, qu'il criait à l'aide et qu'il finissait par mourir avec son œsophage érodé. Il est mort. Maintenant, supposons qu'ils aient permis au personnel médical de le traiter avant qu'il ne meure. S'il lui avait sauvé la vie, mais qu'il avait eu à souffrir un petit peu, n'aurait pas été un moyen approprié de lui donner une leçon, par exemple? Mais tout le monde ne pense pas de cette manière, vous me direz. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent la plupart du temps. Mais je vous dis que c'est la politique institutionnelle de nos gouvernements. Prenons l'exemple des sanctions. Il suffit d'affamer les gens, de laisser voir leur bébé mourir dans leurs bras. Et là, ils ressaisiront, ils renverseront leur gouvernement, ou leurs dirigeants commenceront enfin à obéir. Il s'agit exactement de la même attitude que celle exprimée par les agents pénitentiaires, mais elle est désormais érigée en politique et imposée à des millions d'innocents. Pensez-vous qu'une société qui tolère et promulgue une telle barbarie sera capable d'éviter une guerre mondiale? Donc, nous devons donc nous modérer. Nous devons nous rappeler certains principes universels fondamentaux afin d'agir en accord. C'est un mot très beau, puisqu'il y a corps. Dans corps, il y a corde, qui veut dire accorder, comme dans la musique, avec l'univers, qui amplifiera grandement nos voix. J'ai une petite vidéo. J'espère que vous n'allez pas trouver ça trop insupportable, mais je vais vous donner un exemple réel physique. Donc, si on parlait un petit peu de la résonance, et je vais utiliser pour cela un trombone, pour illustrer le fait que si nous sommes sincères, véridiques, que l'univers peut amplifier notre sincérité et véracité. Et c'est une question de principe. Maintenant, pour produire un son sur un trombone, nous avons ceci, qui n'est pas un amplificateur. C'était pas très très beau, hein. C'est un peu laborieux et le son ne porte pas très loin. Mais quand je mets mon embouchure dans le trombone, alors on a un son très grand qui porte dans l'espace. Mais vous devez être également précis dans votre accord, justement, parce que le trombone, il a une certaine longueur. Et si vous ajustez la longueur, vous verrez, la résonance va changer. Par exemple, où la note va changer. Alors, vous pouvez entendre que plus la longueur est grande et plus le son va vers les graves. Alors, qu'est-ce qui se passe si je décide de jouer ? Mais qu'au lieu de choisir la bonne position sur le trombone, je choisis une position arbitraire. Je peux avoir une note, mais c'est pas du tout joli et elle ne portera pas très loin. Je pense que vous avez l'idée.
On doit jouer de la trompette ou du trombone, mais pas de manière arbitraire. Ça doit être basé sur des principes véridiques. Si on veut que l'univers nous réponde et amplifie nos voix. De même, si vous avez un mouvement de masse pour le changement et que vous demandez la mauvaise chose, c'est-à-dire que votre demande n'est pas en cohérence, comme Confucius pourrait le dire avec les doigts du ciel, vous pourriez regretter d'avoir obtenu ce que vous avez demandé d'une manière que vous n'aviez jamais voulu. Le principe fondamental de notre univers et de notre relation avec lui est la croissance, c'est-à-dire, et nous l'apprenons de plus en plus avec le télescope Webb, que contrairement à l'opinion idiote, l'univers passe d'un ordre inférieur ou d'une densité d'énergie inférieure à un ordre supérieur et plus complexe, à une densité d'énergie plus élevée. La vie sur cette planète s'était constituée de petits organismes unicellulaires qui disparaissaient facilement jusqu'à l'apparition de la photosynthèse. Soudain, une vie plus avancée était possible jusqu'à ce que nous arrivions aux poissons, aux amphibiens, qui pouvaient se propulser eux-mêmes, ne dépendant plus du flux et du reflux de la marée. Puis les mammifères, qui pouvaient non seulement réguler leur mouvement, mais aussi la température de leur corps, ce qui nécessitait une forte augmentation de l'apport calorique par kilogramme de masse corporelle. Et ensuite les humains. Simplement, on ne pouvait pas simplement nous réguler notre propre... mais nous pouvions changer l'environnement. On pouvait cuisiner notre alimentation. On pouvait planifier le futur, planter des graines pour qu'on consommerait plus tard, construire des maisons, survivre à des températures extrêmes. Les gens sont capables d'améliorer leur environnement pour permettre à un plus grand nombre de personnes de vivre encore plus heureusement. Ils peuvent même améliorer l'environnement pour permettre à un plus grand nombre d'animaux de vivre également plus heureux. Mais je ne considérais pas l'augmentation exponentielle de la pollution de rats comme une amélioration. Cela signifie que l'amour créatif naturel de la découverte dans l'esprit humain est en résonance avec la façon dont l'univers se déploie. Cela signifie que si nous voulons survivre en tant qu'espèce, nous devons créer les conditions permettant à chaque individu de développer autant que possible son potentiel inné. Croyez-vous qu'il y aurait trop de génies aujourd'hui? On a besoin de milliards de génies. Nous sommes tellement arrogants de penser que nous avons maîtrisé les secrets de l'univers et que nous devrions tous arrêter de manger, d'utiliser l'électricité, de réduire notre empreinte carbone parce que nous sommes parfaits. C'est précisément le fait d'essayer d'arrêter la croissance qui nous tuera tous, car cela va totalement à l'encontre des lois de l'univers. Jusqu'à présent, le moyen le plus efficace que nous ayons découvert pour favoriser le développement de l'individu est le principe de l'État-nation. Il faut donc respecter la souveraineté des nations et la nécessité pour chacune d'entre elles de disposer d'une énergie et d'une densité énergétique toujours plus grande. Nous ne devons pas tous avoir la même langue, la même religion ou la même apparence, mais nous devons respecter le principe selon lequel la mesure de notre succès est le développement de l'humanité dans son ensemble. C'est pourquoi la seule norme qui donne à tout gouvernement sa légitimité est le principe du bien-être général. Toute politique visant à dégrader l'humanité d'un individu ou d'un groupe d'individus est erronée. L'humanité, le monde est aujourd'hui à la croisée des chemins, comme l'étaient les États-Unis lors de l'élection d'Abraham Lincoln en 1860. Les États-Unis avaient atteint un point de rupture où il était inévitablement évident que l'esclavage crée une dure dissonance avec les principes de la République qu'ils avaient fondée. Les États-Unis ne pouvaient pas survivre si l'on permettait à cette institution maléfique de perdurer. De même, le monde a atteint le point où l'humanité ne se soumettra plus à un système qui détermine arbitrairement qu'un groupe est supérieur à un autre et a le pouvoir d'établir ses propres règles, comme si la loi naturelle et l'univers créé n'existaient pas. La majorité de l'humanité n'est plus disposée à prétendre que la neige serait noire.
Si nous voulons être entendus et avoir le pouvoir de changer notre propre gouvernement, désolant, nous devrons accorder nos trombones à cette chorale. Merci beaucoup.